Bonsoir tout le monde, aujourd'hui petit live posé, petit live tranquille. J'ai préparé pas mal de news pour ce soir, j'ai 2-3 sujets aussi. Je vais vous dire pourquoi je pense que les cryptos vont être de moins en moins corrélés au marché américain. On ira peut-être aussi explorer les fins fonds de la DeFi si on a le temps. J'avais perdu mon compte Twitter, du coup j'en avais créé un nouveau le lendemain, après en avoir parlé en live ou après que la rediff soit diffusée. J'ai récupéré mon compte Twitter, donc j'ai décidé de supprimer en fait le nouveau compte que j'avais créé et voilà, hop, je garde l'ancien, il y avait plus d'abonnés et surtout, j'ai mon pin, j'ai mon tweet, là, je suis fier de ça. Les gens, dans 2 semaines ou un peu plus tard, ce sera pourquoi j'ai pas acheté Bitcoin en dessous de 16K. Les fameux gens qui attendaient le Bitcoin à 15 000 $. Première bonne news de la semaine, c'est Wormhole qui a réussi à voler les 120 000 Ethers que le hacker avait volé à Wormhole. C'est incroyable, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le voleur qui s'est fait voler, c'est magnifique. L'arroseur arrosé, j'ai pas d'autres exemples, mais c'est plutôt cool. Souvent, on parle de hacks sur la DeFi, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que régulièrement, quand il y a des hacks, l'argent, il est pas souvent utilisé. Souvent, soit le hacker va rendre les fonds, soit le hacker va les garder parce que c'est hyper difficile de blanchir de l'argent volé, surtout quand c'est des quantités astronomiques comme ça. 140 millions de $, c'est très difficile à blanchir. On a Bifi qui ont fait un petit teasing avec la blockchain de Coinbase. Voilà, ils vont sûrement être compatibles avec. Et évidemment, hein, on a Coinbase du coup qui avait lancé ça. Enfin, ils n'ont pas encore lancé leur blockchain, ils l'ont annoncé. Je sais pas trop comment ça va s'appeler, Base, j'imagine. Il n'y a pas de token pour l'instant, c'est pas prévu qu'ils en fassent un. Peut-être qu'il y en aura un plus tard, mais voilà. Le but, c'est d'offrir un layer 2 qui coûte pas cher, qui est développeur friendly, etc. On verra bien ce que ça donne. Franchement, ils ont les moyens pour faire quelque chose d'assez grand, donc je m'en fais pas trop pour eux. On verra bien. Autre news intéressante au niveau des hacks, Platypus Finance, on en avait parlé vite fait la semaine dernière par rapport au stablecoin qui avait DPEG et tout, il y avait eu une faille en fait. Eh bien, la police française a arrêté les hackers présumés. Comme quoi, on peut dire ce qu'on veut sur la France, parfois, ils arrivent à remonter, enfin pas d'eux-mêmes, mais quand ils sont informés, hop, ils vont arrêter les méchants, les vilains, et c'est une bonne chose, c'est une bonne news. On verra après ce qui va se passer pour les gens qui ont perdu des sous sur Platypus, mais c'est une bonne news, je trouve. Petite news sur Rabbi, vous savez que j'utilise Rabbi, que j'aime bien le wallet, il n'y a pas de partenariat ou quoi. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur wallet à utiliser pour tout ce qui va être Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, etc. Et récemment, ils ont amélioré leur interface utilisateur. Franchement, c'est plus sympa. Quand on achète un NFT, on a la petite icône du NFT, etc. On voit les frais, tout ça. C'est bien. En plus, ça nous affiche quand il y a des risques sur nos transactions. C'est pas infaillible non plus. Mais généralement, quand vous interagissez avec un scam, vous êtes mis au courant par Rabbi. Il va s'en rendre compte assez facilement. Le testnet d'Ethereum, Sepolia effectue avec succès les mises à jour Shanghai et Capella. Donc la mise à jour Shanghai, vous savez peut-être ce que c'est, hein, c'est la future grosse mise à jour qu'il va y avoir sur le réseau Ethereum qui va permettre aux stakers de retirer leurs Ethereum. Alors évidemment, hein, il n'y aura pas de pression vendeuse dans l'instantané parce que de une, il me semble qu'il y aura une limite daily de 30 000 ou 30 000 et des poussières d'Ethereum, donc on ne pourra pas retirer plus de 30 000 Ethereum par jour. Ensuite, on peut déjà sortir du marché, à part si on a créé soi-même son node, parce que avec les versions stakées d'Ethereum, c'est très facile de sortir et tout, bref. Donc je pense pas, évidemment c'est une opinion qui est très partagée, mais je pense pas qu'il y aura de sell the news, que dès que la mise à jour Shanghai elle va passer sur le vrai réseau Ethereum, que ça va dumper, à mon avis, le cours va pas spécialement réagir. Et aussi, dernière petite chose par rapport à cette news, Sepolia c'est genre le premier testnet d'Ethereum, ensuite ça va être sur Goerli, et ensuite ce sera le fork sur Ethereum, donc c'est vraiment, ça avance bien, c'est pour bientôt, et c'est plutôt une bonne chose. Coinbase suspend le trading du Binance USD, le BUSD, la capitalisation du stablecoin continue de chuter, et en dessous on a un petit screen où on voit qu'il atteint en dessous de 11 milliards de BUSD en circulation, c'est abyssal, ça continue de descendre.
C'est triste un petit peu pour Binance parce qu'ils étaient tout contents, ils avaient trouvé un petit peu la parade pour faire venir les gens vers leur stablecoin, hein, donc empêcher en fait tous les autres stablecoins à part l'USDT d'exister sur Binance. Malheureusement, voilà, le régulateur américain leur ont dit un gros non, va te faire voir chez les Grecs, Binance, et c'est peut-être ce qu'ils vont faire, hein. Chez les Grecs il y a l'euro, hein. Peut-être qu'ils vont faire un stablecoin euro, on verra bien. On a Justin Sun qui a trouvé le maximum qu'on peut déposer d'un coup sur Lido Finance, donc quand on veut staker des Ethereum, visiblement c'est 150 000 Ethers, parce que le petit Justin là, on en a parlé de Justin, il aime bien faire parler de lui, il a déposé à peu près 200 000 Ethers sur Lido, à mon avis c'est connecté avec cette news, il a vu que ça s'était bien passé sur le premier testnet, il s'est dit je vais pas attendre que la mise à jour Shanghai elle soit directement sur Ethereum, c'est trop beau pour être vrai, ça marche déjà sur le testnet, pas de raison que ça ne marche pas sur la vraie version Ethereum, on verra bien, peut-être que ça va être une catastrophe, que tout va mal se passer, je ne le souhaite pas bien évidemment, mais voilà, il y a des gens qui préfèrent attendre, c'est sûr qu'il y a des gens qui préfèrent attendre et qui vont staker justement quand ce sera disponible. On a Google Cloud qui devient un validateur de Tezos. On verra bien ce que ça donne Tezos, je suis pas plus fan que ça, même si honnêtement pour rien vous cacher, j'en ai un petit peu. Depuis que j'avais fait mon tutoriel Ledger sur Tezos, enfin que j'avais préparé la vidéo, j'ai pris un peu de Tezos, je les ai gardés, je les ai stakés, voilà. On verra bien. C'est un projet, je crois que de base c'est français. Multivers X, hein, Elrond pour les anciens, ça s'appelait comment déjà avant? X Gold? Ouais, je sais plus comment ça s'appelait avant. Bref, ils arrêtent pas de changer de nom, ils sont chiants. Et ils signent un partenariat avec Tencent Cloud. Voilà, encore dans le nuage. Mais Tencent, c'est la Chine. Très grosse entreprise chinoise. On va en reparler de la Chine, etc. Mais pour moi, c'est pas anecdotique ce genre de partenariat. Pas forcément que le fait que ce soit Multivers X ou Tencent, mais on parle beaucoup de partenariats avec des grosses boîtes américaines. À mon avis, je pense qu'on va parler de plus en plus de partenariats avec des grosses boîtes chinoises ou asiatiques, ça m'étonnerait pas. Faillite Celsius, 200 millions de dollars américains ou canadiens, je sais pas, perdu pour la caisse de dépôt du Québec. Que ce soit la faillite de FTX, de Celsius, il y a des gros acteurs qui étaient exposés, qui est assez dingue je trouve, que franchement il y a certains trucs qu'on aurait pu venir voir d'assez loin. Alors FTX et Celsius pas forcément, mais quand même on a eu des signes avant-coureurs quand ça commençait à puer. Je me souviens que j'étais sorti des deux et enfin je sais pas, c'est... Puis même le fait que le marché soit cyclique, il y a plein de choses que les gros instituts n'ont pas vu venir, je trouve. C'était un peu le bull run et le bear market de l'euphorie plus chez les institutionnels. Et voilà, la caisse de dépôt du Québec qui a perdu 200 millions de dollars. Après cette catastrophe, l'organisation a fait le ménage en interne et a entamé des démarches juridiques contre la plateforme de pré-crypto. Et là on a Spotify qui offre une playlist exclusive aux détenteurs de tokens non fongibles. Alors je n'ai aucune idée de si c'est un NFT gratos ou quoi que ce soit. C'est cool quand même, c'est un petit truc sympa, un peu anecdotique. Moi ce que je trouve plus sympa, c'est évidemment du second degré, mais vous saviez que Xhamster, ils avaient une collection de NFT. Alors si vous ne savez pas ce que c'est Xhamster, pas besoin de le chercher sur internet, c'est un site avec des vidéos d'adultes. Voilà. Les NFT par contre, ils ont rien de censurable, on va dire. C'est juste des hamsters avec des piercings, des chapeaux, des t-shirts, bref. Voilà, c'est bon. Par contre, j'ai pas poussé le journalisme jusqu'au bout, je sais pas ce qu'ils vous octroient comme avantage, hein, mais j'imagine que ça va être des conneries comme vous retirer les pubs, avoir des vidéos en plus, un peu comme si vous aviez un YouTube Premium, quoi. Dernière petite news que j'avais oubliée, c'est Arbiscan, c'est Arbitrum qui a enregistré plus de transactions sur une journée qu'Ethereum. Alors on voit qu'il y a eu un gros pic à quasiment 1,1 million de transactions sur une journée. Bon alors dans le lot il y a peut-être des transactions de bots ou des conneries comme ça, hein, c'est probable, mais on s'en fout un petit peu. Voilà, globalement, Ethereum, bon, Ethereum c'est Ethereum, hein, on voit que c'est un mastodonte, donc sa moyenne en ce moment c'est minimum 1 million de transactions. Et pour le coup, Arbitrum, eux, ils ont pas encore lancé leur token, c'est pas dit qu'ils le lancent ou quoi, mais je pense qu'ils attendent le bull run, je pense qu'ils attendent quelque chose, hein, s'ils veulent lancer un truc. Et là, c'est fou l'adoption qu'il y a sur Arbitrum, alors que contrairement à Optimism, eux, ils sont pas là à coup d'incitation à venez sur notre
blockchain, on vous donne 20% d'intérêt partout. Enfin, Optimism, ils le disent pas, mais ils le font, quoi. Enfin, ils incitent tous les gros protocoles à donner du OP partout. Je vais sur CoinGecko et pas sur CoinMarketCap parce que si on va voir le OKB sur CoinMarketCap, il y a une petite différence. Tac, CoinMarketCap. Le OKB, il est top 7 sur CoinGecko et sur CoinMarketCap, il est top 23. Alors ça s'explique parce que CoinMarketCap il estime qu'il y a 60 millions de OKB en circulation et CoinGecko il estime qu'il y en a 246 millions et des poussières, et pour moi c'est CoinGecko qui a raison parce qu'on peut aller voir en fait les données sur la blockchain, et aussi parce que CoinMarketCap ça a été racheté par Binance et du coup c'est pas trop étonnant qu'il n'ait pas envie de mettre un token de concurrent dans le top 20. Pourquoi j'ai choisi OKB? Pourquoi je vous parle de ce token? Eh bien c'est un échangeur qui est asiatique si je ne dis pas de bêtises, et c'est huge, c'est top 7. Donc, ou en tout cas en termes de token d'exchange, là que ce soit sur CoinGecko ou sur les autres plateformes, c'est dans le top 3. Deuxième la plupart du temps, mais c'est dans le top 3. Donc franchement, OKX, ils ont une progression qui est assez incroyable. Le token, il se porte merveilleusement bien. Il a fait un ATH très récemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le token de OKX, il est même plus en bear market. Du coup, j'ai eu une petite idée quand j'ai vu que OKB, le token d'OKX, c'était un des seuls tokens qui surperformait un petit peu le marché. Du coup, ça m'a donné envie d'aller voir sur Google Trends dans quel pays sont les gens qui recherchent les exchanges. Parce que forcément, bon certes, quand on s'intéresse aux cryptos, on peut s'intéresser à la DeFi, aux NFT et tout, mais je pense que je vous apprends rien. Généralement, on passe par des plateformes centralisées d'abord. On se rend compte que la France, elle est pas du tout dans le top 5 des pays qui cherchent le plus le mot Binance. Peut-être que c'est juste un hasard pour l'instant. On a quoi? On a le Nigeria, le Venezuela, le Sri Lanka, la Mongolie, la Turquie. Donc on a 2 pays d'Asie. On va aller un peu plus loin. En 7e, on a le Laos. En 9e, on a le Pakistan. 17e, on a la Chine, la Philippines, le Myanmar, Birmanie, voilà. La Birmanie. On a quoi d'autre? On avait le Cambodge aussi en 12e. Bref, dans le top 20, alors déjà, il y a très peu de pays européens. Et la France, je sais même pas où on est honnêtement. La France, on est à 15. Pour l'instant, c'est peut-être juste anecdotique comme ça. Peut-être que, ok, il s'est passé un truc. Il y a beaucoup de gens qui ont Binance, du coup. Maintenant, on a l'impression que les gens au Nigeria, ils cherchent plus que les autres. Déjà, on peut prendre plus que 12 mois. On peut prendre sur les 5 dernières années. Je le fais en direct, en fait, je l'avais pas fait au préalable. Du coup, je vais découvrir en même temps que vous. Là, on voit des pays qui disparaissent, la Chine et tout. À mon avis, c'est parce que là, ça fait trop de temps. Et comme la Chine, ils ont un petit passif avec les cryptos, voilà. On peut voir aussi que c'est sur vraiment 2019 qu'il y a eu énormément de recherches sur Binance. Depuis, c'est moins ça. Mais si on regarde quand même le top 20 des pays, il y a peut-être un peu plus d'Europe là. Il y a quand même un peu plus d'Europe. Ça change un petit peu sur 5 ans. J'ai envie de voir sur 3 ans par curiosité. On a toujours à peu près les mêmes pays dans le top 5, même dans le top 10, je dirais. Pas trop européen, ou alors c'est de l'Europe de l'Est. On a de la Chine encore qui revient. Bref, ça c'est que pour Binance pour l'instant. Peut-être que tous les Français, ils utilisent tous DuckDuckGo ou Bing ou je sais pas quoi. Et du coup, ça fausse les résultats. Donc là, sur les 12 derniers mois, on a Huobi. De base, c'est une plateforme asiatique. Donc c'est plutôt logique qu'on voit des pays asiatiques. Mais voilà, là, le top 4, c'est que des pays asiatiques. Ensuite, on a l'Ukraine, Biélorussie, Cambodge, Nigeria, Turquie, Russie. Sinon, sur CoinEx, on va voir des pays dont on parle pas forcément, ou alors on n'aurait pas forcément fait le lien avec les cryptos, genre Iran, Cuba, why not, le Laos encore une fois. Laos aussi il revient souvent, il est souvent dans le top. Chine, Vietnam, j'ai failli dire Venezuela dans les pays asiatiques, oulala, Russie encore, Thaïlande, Hong Kong, Bangladesh, BitGet, ça je crois que c'est asiatique aussi, je suis pas sûr à 100%, mais là c'est écrasant. Là le top 5 c'est full Asie, top 10. Top 6 c'est full Asie, ensuite il y a quelques pays qui sont pas en Asie, ensuite on revient avec du Singapour, et jusqu'au top 20 on a plus d'autres pays asiatiques. J'avais parlé avec un gars de Bybit, ils sont où déjà eux? Ils sont pas à Hong Kong ou en Chine ou à Singapour? Ouais, ils sont par là eux. Donc on a encore Sainte-Hélène, on a la Chine, on a Hong Kong. Je crois que c'est Singapour. Là, du coup, on a Singapour. Souvent, on a quand même des pays asiatiques qui reviennent. Et même sur Coinbase, j'étais assez étonné de voir que sur Coinbase aussi c'était le cas. Parce qu'on a le Laos et la Chine dans le top 5. Voilà. En France, on sait utiliser l'onglet favoris. Peut-être, comme je vous dis, encore une fois, quitte à me répéter, c'est juste des données. C'est à vous de les interpréter comme vous voulez. Un autre média, on va dire. Oui, là, c'est avec le mot États-Unis. Et j'ai fait la même recherche avec le mot Asie et le mot Chine. Évidemment, autour des États-Unis en ce moment, ça parle beaucoup de régulation. Il y a eu les délires des blocs OFAC.
sur Ethereum, on va en reparler un petit peu après. Il y a forcément eu FTX aussi, on en a beaucoup parlé parce que l'affaire a été jugée aux États-Unis, etc. Et généralement, en fait, récemment, il y a eu beaucoup de de sujets négatifs autour des cryptos et des États-Unis. Peut-être que je suis biaisé, j'ai pas été faire la même démarche sur plein de plateformes de journalisme crypto. J'ai essayé aussi sur Cointelegraph. Alors Cointelegraph, ça marchait pas très bien avec certains mots, donc je crois que j'ai cherché que China visiblement. Ça marchait pas très bien avec certains mots. J'avais essayé sur The Block aussi. J'ai pas eu le temps de faire trop d'essais, mais voilà. Sur crypto, ça marchait plutôt bien, ou en tout cas les résultats me confortaient dans mon opinion. C'est peut-être plutôt ça. Mais si on regarde les dernières news qu'il y a sur la Chine, et pourtant, hein, si je vous dis Chine crypto, il y a des chances que vous pensiez il y a des trucs négatifs, parce que la Chine, ils ont banni je sais pas combien de fois les cryptos. Bref, bah non, quand on regarde les dernières news, c'est bon. Alors ça date un petit peu, faut remonter un peu, mais il n'y a pas que du négatif, hein, franchement. Hein. Hong Kong et la Chine, le prochain hub mondial des crypto-monnaies, ça c'était très récent. C'était la semaine dernière. Bon, la MNBC, on en a parlé. Enfin, vous en avez sûrement entendu parler plutôt. Circle qui étend son influence en Asie en créant un stablecoin yen et un fonds d'investissement local. Bon, ça c'est le Japon, mais voilà, globalement, quand on regarde des news plutôt sur l'Asie, ça se porte bien. Le 4 novembre 2022, la Chine va-t-elle déclencher le prochain bull run? Ça, niveau timing, c'est pas mal parce que c'était juste avant le crash de FTX. La Chine s'apprête à lancer sa plateforme de marché national dédiée aux NFT. Je me dis qu'avec le temps, le marché crypto, il va pas rester corrélé ad vitam aeternam au marché américain, au dollar, etc. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est le cas, que ça va être la folie, ça va être super simple à trader. Quand le dollar il monte, les cryptos elles baissent, etc. Je pense que petit à petit, il y a d'autres continents, d'autres pays qui vont s'investir beaucoup sur l'écosystème, crypto en général, et qu'on va bien voir changer les choses. En fait, le problème, c'est que je suis dans ma bulle un petit peu européenne, un petit peu américaine, donc j'ai du mal à voir ce qui se passe en dehors de ça. Et pareil, en Asie, du coup, eux, ils sont sûrement emprisonnés un petit peu dans leur bulle asiatique, les États-Unis sont emprisonnés, dans leur bulle américaine. Enfin, on a des biais, forcément, dès lors qu'on va faire des recherches, mais c'était encore centré autour du dollar, etc. Et ça commence à changer. Il y a des validateurs sur Ethereum qui sont OFAC compliant ou pas OFAC compliant. Alors déjà, hein, Ethereum, les validateurs, c'est les gens qui stake des Ethereum, au moins 32 Ethers, et qui permettent de valider les transactions sur le réseau. Je pense que ça, vous êtes déjà au courant, mais au cas où, vraiment pour faire les bases des bases. Et il y a des validateurs qui étaient aux États-Unis, et s'ils étaient aux États-Unis, globalement, ils étaient obligés d'être conformes aux lois américaines. Les validateurs qui étaient OFAC compliant, en gros, ils pouvaient exclure certaines transactions qui leur plaisaient pas. On va dire notamment des trucs autour de Tornado Cash. Et il y avait un très gros pourcentage de validateurs qui étaient OFAC compliant, donc qui suivaient en fait les réglementations américaines. Je crois que c'était autour de 75-80% au maximum, peut-être même un peu plus avant visiblement quand on regarde le graphique. Et là c'est descendu à 47% seulement, donc moins de la moitié. Et à mon avis, ça va continuer à aller dans ce sens-là. Récemment, il y a eu Justinson qui a déposé 200 000 Ethers. Alors c'est sur Lido, donc peut-être que du coup, il va y avoir des validateurs aux États-Unis à cause de ça. Mais Justinson, de base, voilà, lui, c'est les Caraïbes et l'Asie. Et la Chine. Je peux très bien me tromper, peut-être que le futur marché c'est l'Afrique ou c'est l'Amérique du Sud ou je sais pas quoi. Honnêtement, je pense que l'Asie a beaucoup plus de moyens, parce que il y a quand même la Chine, l'Inde, il y a énormément d'habitants, il y a pas mal de richesses aussi. Je pense qu'il y en a plus qu'en Afrique et en Amérique du Sud réunis. Donc il y a aussi beaucoup plus d'habitants de toute façon. Donc je sais pas, je vois plus les choses du côté asiatique qu'autre chose. Comment je vais voir ce qu'il y a en termes de DeFi sur une blockchain? Alors, il y a plusieurs outils déjà qui nous permettent de voir les protocoles qui sont sur une blockchain. Le premier, je pense que vous le voyez voir de loin si vous suivez les lives, c'est DBank, hein, parce que j'utilise tout le temps DBank, c'est trop bien DBank. Ouh. Le souci c'est que DBank il répertorie pas non plus tous les protocoles qui existent. Il y a certains trucs qui sont vraiment tout pourris, donc il va pas les répertorier. Et d'ailleurs, il y a au moins 2 fois plus de trucs que la dernière fois. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait Canto Lending, Canto Dex, Synapse et Forte. Je crois que c'est tout. Et Canto Swap aussi. Donc il y a 4 trucs en plus. Il y a Bifi notamment. C'est quand même bien Bifi. Pas mal de protocoles qui sont ajoutés. La TVL aussi, elle a bien évolué. Hein. Bon,
J'imagine qu'il y a beaucoup de tokens Kanto, le token c'est très bien apprécié donc ça va forcément augmenter la TVL, mais moi de mémoire il y avait un truc comme à tout péter 40 millions sur tous les protocoles, et là il y a plus de 300 millions. Donc ça a quand même pas mal évolué. Attendez, en termes de TVL, ça fait un x9 si mes souvenirs sont bons, x8 à peu près. Donc D-Bank, c'est vraiment ma première source. J'aime bien aller voir ce qu'il y a sur D-Bank. D'ailleurs, cette page-là, vous pouvez pas y accéder naturellement. Il faut forcément avoir le lien. Donc je vais vous filer le lien directement dans le chat si vous voulez. Mais si vous êtes sur la rediff, faut taper dbank.com/project en anglais. Projects au pluriel. Voilà. Bref. Deuxième source de data, c'est DeFi Llama. Alors le souci de DeFi Llama, c'est qu'il répertorie vraiment plein de trucs. J'ai parlé de Kava dans ma dernière vidéo, et j'ai pas parlé de tout ce qui existait sur Kava, parce qu'il y a des trucs, c'est trop anecdotique. Il y a des trucs avec 2 $ de liquidité. Bref, et il y a tout ça en fait qui est détaillé sur DeFi Llama. Il y a plus de 66 protocoles, il y en a une dizaine avec 0. Bref, c'est assez ridicule. Voilà, c'est le souci de DeFi Llama, c'est que vous avez trop de données en fait. Il faut faire du tri. Parfois sur certaines blockchains, Conflux par exemple, il n'y a pas beaucoup de trucs. Hop, ok. Bon ok. Visiblement DeFi Llama il a pas envie de coopérer. Ah si, il avait envie de coopérer. Voilà, il n'y a pas beaucoup de trucs, il n'y a que 5 projets. Alors que je crois que dans la vidéo j'en ai trouvé plus que 5. Donc DeFi Llama c'est une bonne source pour voir une bonne partie des projets qui existent, mais c'est pas le seul truc. Il y avait dapp.com, hop. On pouvait aller voir les DApps. Le souci c'est que maintenant ça n'existe plus. Et on avait DApp Radar aussi, qui est encore d'actualité. Ils ont leur token, il y a eu un airdrop, c'est sympa. Visiblement il n'y a pas Kanto qui est répertorié. Donc si je veux rechercher des trucs qui sont sur Kanto, en fait je mets Other, je mets toutes les autres blockchains qui ne sont pas répertoriées. Je mets DeFi, et sur toutes les pages, je dois faire CTRL F, Kanto. Là de mémoire ce serait le dernier truc qui me resterait en termes de source. C'est directement d'aller sur le site du projet. En fait c'est tout con, mais il y a des gens qui y pensent pas forcément. On va sur le site du projet et généralement il y a un truc qui s'appelle écosystème, il y a une page écosystème et vous voyez tout ce qu'il y a en termes de DeFi. Alors visiblement sur Kanto ça n'a pas l'air d'être le cas. Il faut évidemment quand vous trouvez une blockchain trouver aussi le wallet qui va vous permettre de l'utiliser. Généralement quand on est sur des bonnes blockchains on a un onglet écosystème et vous avez tout ce qui va être wallet etc. Sur Kanto on n'a pas ça, donc c'est chiant. Pour le coup c'est vraiment un peu pourri parce qu'on n'a pas de données globales du market. On peut juste voir que là il y a visiblement 38,8 millions de dollars j'imagine du SDC. Il y a un bridge aussi. Les bridges c'est important aussi. Oh là là, il faut que j'ai du Kanto ou de l'Ethereum pour accéder à leur bridge, ils sont sérieux? Mais laissez-moi être pauvre et laissez-moi juste regarder. Bon, multi-chain. Franchement, c'est le bridge de référence. Quasiment toutes les blockchains instant soit peu intéressantes sont dessus. On peut envoyer des stablecoins sur Kanto avec Synapse, c'est bien. Alors on va connecter un MetaMask. 99 centimes de frais, plus même un peu plus de frais, parce qu'il y a du slippage aussi. 600 $. C'est toujours... ok, les frais sont fixes au moins. Ok, les frais sont fixes. Donc sur des petites quantités, les frais ils piquent un petit peu, mais sur des grosses quantités, ça va à peu près. Alors... je dis quand même à peu près parce qu'il y a du slippage et ça c'est un petit peu embêtant. Parce que si on veut bridger 6000 $, on perd quand même déjà 12 $. Franchement, j'ai vu mieux. Même sur des petites blockchains, j'ai vu beaucoup mieux. Bon, pour Kanto, pour l'instant, c'est pas terrible. Franchement, je comprends pas trop la hype. C'est de la hype parce que de la hype. Jusqu'ici. Vélocimètre, ça a l'air n'importe quoi en ce moment. 60... Bon, on va prendre l'APR. 55% en ce moment. Ça a l'air d'être un fork de Vélodrome. Ouais, le Note USDC, 60% APR. On est payé en quoi ? On est payé dans le token de la plateforme. Ok, c'est le flow. Le nom du token, c'est le flow, visiblement. Flow. On a des poules avec le flow. Est-ce qu'il y a pas mal de liquidité? Alors là, il y a 100 000 $. Là, il y a 700 000 Kanto. Ça doit faire de tête 300 000 $ à peu près. Un peu plus. Il y a 400 000 $ de liquidité. Ok, donc là, il y a moyen de farm et dump. Ok, c'est cool. Ah oui, c'est vraiment récent en fait. Ça a été lancé aujourd'hui. Ok, d'accord. D'accord. Mais s'il y a de la hype, j'ai vu la DeFi, je sais que c'est zinzin et des fois même des cryptos comme ça leurs prix peuvent monter. Mais bon, moi, personnellement, je mettrai pas le moindre sous-sous dessus. Ça m'intéresse pas de me risquer autant en ce moment. Je préfère consolider mon portefeuille. On sait jamais. Y2R, des APY élevés parce que le Kanto, son prix a bien augmenté. J'imagine que c'est ça la cause. Pareil, niveau stable. On a du 26%, du 14%, mais moi j'ai pas envie d'être exposé aux notes, donc franchement ça m'intéresse pas. Y a rien d'autre, ok, c'est pas terrible. Et enfin Forte Swap. Juste c'est des poules de liquidité, y a pas d'intérêt bonus ou quoi? Ça donne pas envie d'y aller. Mais globalement c'est comme ça que je fais pour faire des recherches sur une blockchain, comme j'ai fait dans mes dernières vidéos, pour aller voir un petit peu tout ce qu'il y a au niveau DeFi. Alors à mon avis tout n'est pas à jeter sur Kanto. La Vélocimètre en ce moment ça a l'air pas mal. Il doit y avoir des choses intéressantes à faire en termes de DeFi. Là le 60% sur des stablecoins perso ça a l'air
incroyable, mais à voir comment vous êtes récompensé. Des fois, vous êtes récompensé dans des tokens et la moitié ils sont bloqués, donc en fait, il faut diviser les rendements par deux. Bon, mais même si on divise 60% par deux, ça donne 30%, donc ça reste alléchant. Mais voilà, ça a l'air un petit peu chiant de bridger des cryptos là-bas, faut passer par Synapse et tout. Je sais pas, je suis pas ultra convaincu par Canto, mais au moins, là, vous avez un petit peu ma manière de faire sur comment je fais des recherches sur une nouvelle blockchain. Franchement, c'est cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'ici. J'ai testé une fois, ça a bien marché. Voilà, c'est Mason Finance. Mais je vais tester plus quand même avant d'être sûr à 100%. Donc ça se présente comme ça. Et on peut bridger des cryptos de Polygon à Avalanche par exemple. Alors c'est promotionnel, ça va pas durer ad vitam aeternam. Pour l'instant on peut envoyer voilà, jusqu'à 5000 $ sans frais. Mais si je mets 5001, on peut pas envoyer plus de 5000 de toute façon. Il y a aussi le fait que si on envoie Ethereum, on a quand même des frais. Hop, on a 5 $ de frais au lieu de 10 $. Donc c'est aussi réduit, mais c'est pas zéro. Et on peut envoyer sur pas mal de blockchains. J'ai découvert ça grâce à ma vidéo sur Conflux en fait. Parce que c'est compatible avec l'écosystème de Conflux. On se retrouve mardi prochain normalement. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais ce sera sympa. Il y a ma chaîne YouTube, abonnez-vous, blablabla. Vous avez tous les liens. Bref, à mardi prochain. Bonne soirée à tous. Merci d'être restés. Ça m'a fait énormément plaisir. Allez, on y va. C'est parti.